votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Tirage Coupe du Monde 2026. Le Sénégal hérite du groupe I. Ses premiers adversaires connus, il s'agit de la France, de la Norvège. Décryptage du tirage au sort avec notre consultant maison Talafal. Aminata Touré déplore la montée d'une agressivité masculine dans l'espace public et politique. La superviseure de la coalition Diomaye Président estime que cette tendance est une menace aux acquis obtenus à travers la parité. En culture, Youssou N'Dour porte la candidature de la capitale du rail pour l'organisation du Festival international de jazz en 2027. Puis en cinéma, sortie officielle de La mémoire du manguier, un film qui explore les fragilités humaines à travers l'histoire d'un imam atteint de la maladie d'Alzheimer. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume et actualité oblige, nous ouvrons ce journal avec du sport et notamment le Mondial 2026 puisque vous le savez, les Lions vont hériter d'un groupe dense relevé mais surtout piégeux. Les protégés de Pape Thiaw vont jouer la France de Mbappé, la Norvège d'Erling Haaland. Le troisième adversaire, lui, sera connu à l'issue de barrages intercontinentaux, un groupe I considéré déjà comme le groupe de la mort. Le tirage au sort du mondial a eu lieu ce vendredi. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. 24 ans après leur première confrontation en Coupe du Monde, le Sénégal et la France se retrouvent en phase finale avec en toile de fond le souvenir encore vif du match d'ouverture de 2002. Cette fois, l'enjeu dépasse la symbolique. Les deux sélections arrivent avec une ambition affirmée et des trajectoires nettement différentes, offrant un choc attendu entre une équipe de France en quête de confirmation et un Sénégal désormais installé parmi les grandes nations du football africain. Dans ce groupe I, où chaque détail comptera, les Lions retrouveront également sur leur route la Norvège, une sélection réputée pour sa rigueur tactique et son intensité physique, amenée par un certain Erling Haaland, qui a soif de briller avec sa sélection dans cette grande messe du football mondial. La Norvège, qui a terminé première de sa poule lors des qualifications devant l'Italie, s'est déjà inclinée devant le Sénégal 2-1. C'était le 1er mars 2006 en match amical. Les protégés de Pape Thiaw auront donc l'occasion de confirmer dans ce mondial 2026. Les Lions connaîtront leur 4e adversaire au terme des barrages intercontinentaux, mais en attendant, le groupe I s'annonce déjà très relevé. Un tirage loin d'être clément pour les Lions qui devront batailler fort pour tirer leur épingle du jeu. Merci Ibrahim Akan, bonsoir Talafal. Bonsoir Sarah. Alors avec vous, nous allons commenter tout de suite ce tirage au sort du Mondial 2026. Le Sénégal qui, dit-on, hérite du groupe de la mort. Il est logé dans le groupe I. Il fera donc face à la France, à la Norvège et à un troisième adversaire qui sera connu à l'issue des barrages intercontinentaux. Première question naturellement, commentaire sur ce fameux groupe I. C'est un groupe déjà très relevé. Et puis, je dirais que peut-être on a la malchance ou la chance de pouvoir rencontrer la France. C'est l'ancien colonisateur à qui on retrouve une deuxième fois dans une Coupe du Monde, peut-être 24 ans après celle de 2002. Et là, pendant le tirage, quand on s'est rendu compte qu'on devait rencontrer la France à nouveau, on s'est tous posé la question. L'histoire est en train de se répéter et j'espère que, c'est un groupe très relevé, quoi qu'on puisse dire, mais j'espère que le Sénégal se fera face au défi. Parce que c'est un défi quand même, parce qu'il va falloir confirmer tout le talent dont dispose cette sélection, parce qu'on a des joueurs talentueux. Et même si en face, aujourd'hui, on a des joueurs de classe mondiale, mais nous aussi, de notre côté,
on a des joueurs capables de pouvoir relever le défi. Justement, en 2002, vous venez de le dire, hein, le Sénégal avait donc hérité de la France et tous les pronostics, il faut le dire, à l'époque étaient en faveur des Bleus. 24 ans après, on a un remake qui se reproduit, France-Sénégal. Est-ce que vous pensez que les protégés de Pape Thiaw vont pouvoir rééditer cet exploit du 31 mai 2002 qui est vivace encore dans les mémoires? Tout à fait, c'est possible, parce que d'autant plus qu'en 2002, on était le petit poussé. Donc, et comme disait à l'époque Michel Platini, la France et le Sénégal ne boxent pas dans la même catégorie. Et on a vu au final ce que ça a donné. Et aujourd'hui, moi, la tendance a changé, parce qu'on a des joueurs quand même qui sont quand même expérimentés, qui jouent dans les plus grands championnats, et qui aujourd'hui font la fierté des grands clubs qui investissent chez les Sénégalais. Parce que dans les transferts, on peut se rendre compte, quand même, il y a des joueurs sénégalais aujourd'hui qui sont transférés entre 20 jusqu'à 40 millions d'euros. Ce qui n'était pas le cas en 2002. En 2002, ils étaient tous dans le ventre mou du championnat. Ils jouaient soit à Sedan, c'était Lens, où déjà il y avait El Hadji Ousseynou Diouf qui était à Lens et qui jouait les premiers rôles à l'époque avec l'Olympique lyonnais. Mais sinon, tous les autres, c'était Auxerre, Sedan, dans les petits clubs du championnat, dans le ventre mou, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pourtant on a su relever le défi. Tony Silva, qui était à Monaco, qui était le 4e gardien à l'époque. Donc c'est pour dire que maintenant, on a des joueurs qui évoluent dans de grands championnats et qui sont titulaires et qui peuvent aujourd'hui rivaliser avec n'importe quelle sélection. Alors, loin de moi l'idée de minimiser cette équipe du Sénégal, bien au-delà. En 2002, c'était la France d'un certain Zidane, de Thierry Henry. Aujourd'hui, 24 ans après, je veux dire, c'est la France de Mbappé, en lice pour le soulier d'or, d'un certain Ousmane Dembélé, lauréat 2025 du Ballon d'Or. Est-ce que vous pensez vraiment que les Lions ont la capacité de rivaliser avec ces talents? Ben, tout à fait, parce que n'oublions pas que Sadio Mané a été 2e meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, on a qui dans cette équipe? On a des garçons qui ont confirmé partout où ils sont. Aujourd'hui, on a Gana Gueye, on a des Ismaël Assar, on a Pape Matar Sarr, on a des Lamine Camara. Ils jouent dans les grands championnats et ils jouent dans les Big Five de ces championnats-là. C'est-à-dire que ce n'est plus dans le ventre mou, c'est-à-dire que tu ne joues plus le maintien. Sedan, à l'époque, c'était le maintien. Certains joueurs n'étaient même pas titulaires dans leur équipe. Ils ne jouaient même pas du tout. Et aujourd'hui, on a des garçons qui ont confirmé, qui jouent régulièrement et qui font même la fierté de leur club et qui, aujourd'hui, vont rencontrer la France. Donc, pour moi, ce sera un match vraiment engagé où les gens auront à se donner corps et âme pour pouvoir sortir vainqueurs. On a des Kalidou Koulibaly. Et beaucoup de cette équipe-là sont des binationaux. Et certains ont même eu à avoir leur place dans cette équipe nationale de la France. À un moment donné, Kalidou Koulibaly, Deschamps en voulait dans son axe central. Et pourtant, il est parti ailleurs, au Sénégal. Et voilà. Donc, on a une équipe aujourd'hui compétitive. Et on a aussi une bonne relève. On a mélangé, on a une mix entre les anciens et les jeunes. Parce que quand on prend le cas d'Ibrahima Mbaye, j'espère qu'il fera partie du groupe à la Coupe du Monde, mais il est né en France. Il a quoi? Il a 17 ans. Il joue avec Ousmane Dembélé dans son équipe, même s'il n'est pas titulaire. Mais ce qui est sûr, c'est que son entraîneur compte sur lui maintenant. Et tant d'autres aussi vont devoir confirmer tout ce qu'on attend d'eux. Et il y en a qui se préparent à arrêter leur carrière après cette Coupe du Monde, dont Sadio Mané, les Kalidou Koulibaly, Ghana, même Edouard. À un moment donné, il va falloir penser à la relève. Et ça se prépare maintenant. Et ces garçons-là auront envie de pouvoir sortir par la grande porte en faisant des matchs où ils pourront se qualifier. Parce que n'oublions pas une chose, c'est la 3e qualification successive du Sénégal. Donc, on n'y va plus pour participer, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Non, mais maintenant on y va pour jouer les premiers rôles. Parce qu'on a une équipe, dans tous les compartiments du jeu, on peut retrouver des garçons capables de rivaliser avec l'équipe de France. Il est vrai qu'à chaque fois que la France doit rencontrer le Sénégal, ce n'est jamais une mince affaire. C'est certainement dû au caractère, on peut dire, historique que revêt cette rencontre. Mais est-ce que la Norvège, Tala, ne risque pas d'être plus compliquée pour le Sénégal au vu de la forme actuelle des Norvégiens? Tout à fait. Et ça, je te le confirme, parce que quand on voit le dernier match de la Norvège contre l'Italie, l'Italie qui s'est fait laminer chez elle,
Et aujourd'hui, quand on se rend compte que cette équipe-là va jouer la Coupe du Monde, elle sera hyper prête. Parce que toutes les équipes seront prêtes pour jouer la Coupe du Monde. Parce que c'est la crème du football qui se rencontre. Absolument. Parce que sur les 211 fédérations que regorge le football mondial, quand on prend les 48, ça veut dire que ce sont les 48 meilleurs qui vont se retrouver. Ouais. Et donc, à partir de ce moment, il faut se donner tous les moyens et tous les atouts pour pouvoir sortir déjà dans les phases de poule. C'est quoi nos chances justement pour sortir des phases de groupe? Mais on a toutes nos chances et on va les jouer crânement. Parce qu'aujourd'hui, on est le Sénégal. On est le Sénégal, on n'est pas n'importe quelle nation. On a fait nos preuves. Nos garçons, aujourd'hui, dans leur club, ils font jeu égal avec Ils n'ont rien à envier à Mbappé ou à Haaland. Non, du tout. Peut-être que, bon, on a des attaquants, parce que Sadio Mané, il y a 2 ou 3 ans derrière, c'était l'un des meilleurs attaquants au monde. Et on ne parlait pas de Mbappé, on ne parlait pas de Haaland. On parlait plus de Sadio Mané, de Cristiano Ronaldo, de Messi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la tendance est inversée. On découvre un Mbappé qui est en train de confirmer et un Haaland. Et ce sont ces garçons-là qu'on va rencontrer. Mais ce qui est sûr, pour moi, on a tous les atouts pour pouvoir sortir de cette poule et de faire une bonne figuration pendant cette Coupe du Monde. Parce que pour moi, le problème essentiel va se jouer sur le plan organisationnel. C'est là où ça se fait la différence. Sur le plan technique, avoir une bonne organisation technique, avoir des gens qui seront prêts à pouvoir donner tous les éléments techniques, tactiques de nos adversaires. Et ça, Papio en a besoin. Et aussi bunkeriser l'environnement de l'équipe. Parce que c'est sur ça que ça va se jouer. Sur ces petits détails-là d'organisation. Parce qu'on a des joueurs professionnels qui connaissent l'environnement professionnel. Qu'est-ce qui fait la différence dans un milieu professionnel? Que le staff suive. C'est ça le plus important. Parce qu'eux, ils y sont depuis au moins 7 à 8 ans en moyenne. Quand on regarde Sadio Mané, depuis 2011, il est professionnel. Et ça fait donc 14 ans. 2011-2012, quand il partait à Metz. Ghana, pareil. Les Edouard Mendy, pareil. Kalidou, pareil. Donc, tous ceux qui viennent après ont au moins 4, 5, 6 ans d'expérience. Dans le haut niveau. Dans le haut niveau. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est sur le plan organisationnel. Avoir de la rigueur, être exigeant et maintenant bunkeriser l'environnement des joueurs. Alors, que dire, ce sera la dernière question d'ailleurs, des autres représentants de l'Afrique dans cette compétition mondiale? L'Afrique déjà est bien représentée dans cette Coupe du Monde. Je pense que ce sont les meilleurs qui y sont. Même si aujourd'hui, il y en a qui sont en rade et qui n'ont pas pu y accéder parce que, bon, quand on parle de foot aussi, on ne peut pas parler de foot en Afrique sans parler du Cameroun. Et aujourd'hui, on sait que le Cameroun ne sera pas à cette Coupe du Monde et c'est bien dommage. Mais par contre, on aura le Cap-Vert. Donc, et ça, ce sera une surprise de découvrir le Cap-Vert, un voisin qui sera à la Coupe du Monde et qui a fait souvent une bonne sortie depuis un certain bout de temps pendant les 2 dernières CAN. Mais ce sont des Africains qui vont jouer leur chance à fond. Parce qu'on n'aura plus de complexe. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, quand tu fais du scouting, tu peux te permettre de connaître ce que fait l'adversaire de bout en bout. Et à partir de ce moment, tu dois pouvoir défendre, tu dois pouvoir attaquer en te disant, cette équipe-là joue de telle ou telle manière, elle défend de telle ou telle manière, et à partir de ce moment, comment tu peux faire pour contourner l'équipe pour pouvoir au moins gagner. Et ça, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui sont outillés et qui sont capables de te donner au moins des stats fiables qui puissent te permettre de gagner des matchs. Merci Talla Fall, notre consultant football maison, que vous aurez le plaisir d'ailleurs de redécouvrir dans quelques semaines déjà pour la CAN qui se déroule au Maroc fin prêt. Oui, on est là, on est en forme. Donc on attend les guerres et caf que tu me donnes tout le temps.
Merci beaucoup. Merci à Tala. Nous poursuivons ce journal avec le Sénégal, toujours en sport, qui s'offre l'or à Luanda. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de football, mais plutôt de canoë-kayak avec Kombesek qui a remporté donc la médaille d'or au kayak monospace catégorie senior. Un sacre qui confirme ainsi le statut de leader de la pagailleuse, la Ngoroise, déjà fin prête pour les Jeux olympiques de la discipline, sollicite toutefois l'appui des autorités. Nous l'écoutons au micro de Pape Faraning. Les jeunes qui étaient dans la compétition ont manqué d'expérience et c'est ceux-là qui n'ont pas de médaille. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais hisser très haut le drapeau du Sénégal. Si vous voyez cette médaille d'argent, je l'ai eu en double avec Mme Diarra, mais c'est en individuel que j'ai eu la médaille d'or. Pour prendre une médaille en Jeux olympiques, il faut une préparation de 4 ans. Depuis mon retour des JO, cela fait 1 an, je suis toujours là et sans beaucoup d'aide. Pour avoir une médaille olympique, il faut aussi nécessairement aider les athlètes, car je ne peux pas rester au Sénégal, et gagner les autres pays et tout ce temps perdu peut-être un handicap pour moi. J'ai besoin d'aide pour préparer les Jeux de Los Angeles, pour avoir mon quota. Au championnat d'Afrique, j'ai vu beaucoup de changements chez les athlètes maghrébins. Ils ont beaucoup de soutien et d'ici là, les qualifications, ils seront au top parce qu'ils ont des bourses pour aller se préparer. Te faire qualification yi day gën a augmenter parce que dañuy aider seen athlètes yi ñu mën a dem bitim réew pour préparer wu ji léegi Afrique ñëpp ñoo yeewu si loolu. L'actualité politique à présent pour poursuivre ce journal et notamment ce décret sujet à polémique qui conférerait plus de pouvoir au Premier ministre. Eh bien, de l'avis d'Abdou Diakhoumpa, formateur à l'ENA, cette réorganisation n'entame en rien le pouvoir et les prérogatives du président de la République. Le voici au micro de Pape Faraning. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient ne pas être dans le décret. L'une des premières, c'est qu'on a l'impression de créer des services et des directions qui vont être des doublons, soit à l'intérieur de la primature, parce que les conseils techniques s'en occupaient, soit avec la présidence comme le service qui va s'occuper du suivi des politiques publiques. Par exemple, la création d'une direction des ressources humaines, parce qu'elle obéit à un effectif important, alors que l'effectif de la primature, quel que soit X, ne répond pas à ces critères, à notre sens. L'autre, c'est le fait de trouver au directeur de cabinet un adjoint. L'autre problème, c'est le fait de vouloir donner rang de secrétaire général du ministère à certains chefs de service de la primature, de rang de directeur de cabinet à l'ensemble des directeurs de la primature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore, au-delà des directeurs de cabinet et des secrétaires généraux du ministère, avoir au moins une quinzaine au niveau de la primature en termes d'avantages et de rangs. Et que rien ne justifie. Les rangs et avantages, c'est comme s'il y avait un petit... En marge des panels organisés par le COSEF pour célébrer ses 30 années d'existence, Aminata Touré a tenu une déclaration dans laquelle elle dénonce la montée d'une agressivité masculine au sein de l'espace public et politique. Elle estime que cette tendance représente une réelle menace pour l'engagement des femmes et pour la préservation des avancées obtenues grâce à la fameuse loi sur la parité. La superviseuse de la coalition, Diomaye Président, que nous écoutons. Je pense qu'il est important d'analyser le contexte d'agressivité masculine qui s'est emparé de l'espace public et qui s'est emparé de la politique. Ça, c'est une réalité. Et si nous voulons engager la nouvelle génération de femmes, ou les femmes tout court, nous devons travailler à changer ce postulat. Je discutais avec une amie, je lui disais, mais je suis un peu étonné de l'apathie des intellectuels sur les questions de l'heure. Mu ne ma mais ñun ñi nga xam ne dañ yor ay yaay yu màgget ak i papa yu màgget bëgguñu ko leen saaga. Donc quelque part on cède à une espèce de terrorisme verbal qui ne dit pas son nom et qu'il faut dénoncer. Et c'est une stratégie pour les évincer de la scène publique. Moi je le vis tous les jours. Mais au contraire, moi plus ça se fait et plus je suis déterminé. Donc au fond, ceux qui m'attaquent ou Marcel ne font que me rendre service. Et de plus en plus, on va avoir cette baisse tendancielle malgré une loi sur la parité.
Parce qu'on passe de 48 à 44. Et après, quand vous aurez cette segmentation, cet émiettement politique auquel on assiste, vous allez avoir de plus en plus d'hommes qui vont arriver comme seuls députés de leur liste. Et pas de femmes. Et c'est comme ça que, voilà, la régression va se faire. Et un jour, quelqu'un dira, au fond, la loi sur la parité ne sert à rien et une majorité d'hommes vont voter pour la supprimer. De la politique, nous passons à l'économie. Vous le savez, le Fonds monétaire international a lancé une enquête interne sur la dette non déclarée du Sénégal. Un aveu selon le journaliste Souleymane Niang, selon qui le Fonds monétaire international ne pouvait ignorer ce qui s'est passé. Si on se réfère aux premières revues des accords au titre du mécanisme élargi de crédit, de la facilité élargie de crédit et enfin de la facilité pour la résilience et la durabilité en 2023, spécialiste en économie, Souleymane Niang analyse également le départ d'Edward Gemayel et l'arrivée d'une nouvelle chef de mission, Mercedes Vera Martin, à l'origine de la restructuration de l'économie zambienne. Le voici au micro de Chérif Dia. C'est d'abord un aveu de dysfonctionnement interne au niveau du FMI dans le suivi de l'économie sénégalaise. Je pense que c'est essayer de noyer le poisson sur le fait que le Fonds monétaire international ne pouvait pas ignorer ces dysfonctionnements au cours des différentes missions qui se sont présentées. La preuve, j'ai là le rapport des premières revues du programme. Dans ce rapport, à la page 22, c'est un rapport qui date de décembre 2023, avant donc le départ du gouvernement. Sur la question des comptes de dépôt, des avancées ont été réalisées dans la suppression progressive des comptes de dépôt utilisés par des services non personnalisés. Cette initiative vise à renforcer le contrôle interne et à améliorer la transparence. Et c'était un repère structurel qui devait être achevé en juin 2024. Les autorités ont confirmé qu'aucun fonds supplémentaire ne sera versé sur ces comptes. Donc le FMI savait qu'il y avait des fonds qui étaient transférés sur ces comptes, des transferts budgétaires. Aujourd'hui, le FMI joue à la Vierge effarouchée, comme s'il apprenait qu'il y avait ce genre de choses. Alors, pour les autres dysfonctionnements, je ne peux pas dire que le FMI était au courant, mais qui peut le plus, peut le moins. Si le FMI était au courant et suivait les comptes de dépôt, qu'est-ce qui nous dit que le FMI ne savait pas pour les autres formes, c'est-à-dire notamment la dette bancaire, d'autant plus que... Face aux critiques récurrentes contre les lenteurs de la justice, notamment en matière civile et commerciale, des magistrats, huissiers de justice et avocats des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ont été réunis dans le cadre d'un atelier visant à revoir les manquements liés à ces lenteurs, mais aussi à partager leurs expériences. Ces acteurs de la justice cherchaient ainsi à satisfaire les justiciables qui semblent avoir parfaitement raison. Je vous propose tout de suite de suivre les explications du président de la Cour d'appel de Ziguinchor, Serigne Diakhaté, au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est comment faire pour accélérer les procédures en matière civile, commerciale, pour que les citoyens puissent rapidement donc obtenir leurs décisions. Parce que vous savez que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais et ce peuple-là doit donc se reconnaître dans cette justice-là. Alors, nous sommes là pour une formation en quelque sorte et un échange de pratiques. C'est cette mise en état-là souvent qui est souvent longue parce que dans la mise en état, il y a un juge ou un conseiller au niveau de la cour d'appel qui se charge de la mise en état. Il y a les avocats aussi qui participent dans la mise en état. Et malheureusement, cette mise en état, ça dure trop longtemps. Et ce qui se répercute sur les décisions de justice qui vont être rendues. Donc nous sommes là pour essayer d'accélérer les procédures. C'est ce qu'on appelle les procédures accélérées.
Allez, la culture à présent avec Youssou Ndour qui porte la candidature de la capitale du rail pour l'organisation du Festival international de jazz en 2027, sur proposition donc de l'UNESCO. Le maire de Thiès va déposer donc la candidature de sa ville, une annonce faite par lui-même, le docteur Babacar Diop, que nous écoutons dans ce reportage de Charanta Diop et Seyla Tir. Le maire de Thiès a annoncé la candidature de la ville de Thiès pour organiser le Festival international de jazz en 2027 sur invitation de l'UNESCO. Cet événement, jamais organisé en Afrique subsaharienne depuis sa création, est soutenu par Youssou Ndour qui a accepté d'en être le parrain. C'est l'UNESCO qui nous a invités à déposer notre candidature. Donc l'UNESCO connaissait d'abord ce qu'il y a à Thiès en termes d'infrastructure. Nous avons pu mobiliser aussi de très grands parrains. J'en profite pour remercier Youssou Ndour qui a accepté de parrainer la candidature de la ville de Thiès. Ce serait une très belle chose, un très grand événement de vivre, d'organiser cet événement du Festival international du jazz ici à Thiès. Le maire de Thiès a également annoncé avoir écrit au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour l'organisation du défilé du 4 avril 2026 à Thiès dans le cadre de la décentralisation de la fête de l'indépendance dans les chefs de région. Ah oui, la ville de Thiès est prête. J'ai déjà adressé une correspondance au président de la République. Nous avons l'avenue qu'il faut, nous avons la place publique pour accueillir l'événement et les infrastructures que nous pouvons réussir l'une des plus belles fêtes de l'histoire de notre indépendance nationale. Le maire de Thiès a tenu ses propos lors de la session ordinaire de vote du budget 2026 dans la salle de délibération. Cinéma, la mémoire du Manguier a été présentée au public lors d'une avant-première au cinéma Pathé. Après le court-métrage Blissindiaï, La visite de la dame, le premier long-métrage Mbabestero de l'espoir, le réalisateur Nicolas Sawalo Cissé dévoile son troisième film. Celui-ci raconte l'histoire d'un imam atteint de la maladie d'Alzheimer et utilise le cinéma comme outil de sensibilisation à cette pathologie encore trop méconnue. Entre hommage, poésie et solidarité, ce film illustre parfaitement l'ambition d'un cinéma sénégalais qui s'affirme et n'hésite pas à explorer les fragilités humaines. Abdoulaye Diop et Amadouba ont assisté à la projection. Reportage. Allez, de petits soucis avec cet élément, nous poursuivons ce journal avec l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt et l'Union des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal qui ont signé ce vendredi une convention majeure destinée à booster l'inclusion financière des acteurs du monde rural. Un partenariat stratégique salué par l'État du Sénégal qui voit dans cette alliance un levier essentiel pour structurer le stockage, sécuriser les récoltes et renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Biram Ndour. L'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt et l'Union des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal ont officialisé ce matin un partenariat stratégique, une signature de convention saluée par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui voit dans cette alliance un levier majeur pour moderniser la commercialisation agricole et renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Le partenariat répond à une triple ambition. La première, celle de favoriser ou de faciliter l'accès et d'accroître par ricochet le volume de financement injecté dans le secteur agricole avec la garantie du récépissé d'entrepôt, titre de propriété représentatif de la marchandise en dépôt. La deuxième, celle de contribuer à la souveraineté alimentaire en permettant aux producteurs agricoles et horticoles à mieux gérer leur stock et à vendre au meilleur prix. Et enfin, en troisième, celle de soutenir le développement économique durable des filières agricoles et horticoles à travers l'instauration d'un marché performant et résilient des récépissés d'entrepôt. À travers cette convention, les deux partenaires unissent leurs forces pour faciliter le stockage sécurisé des récoltes, offrir un accès élargi au financement via le récépissé d'entrepôt et mieux valoriser les productions agricoles et horticoles. Un dispositif qui permettra aux producteurs de préserver leur stock, d'éviter la vente à perte et de bénéficier de financements adossés à leurs marchandises. Les produits agricoles vont pouvoir être
sécurisés à travers des entrepôts qui respectent les normes de conservation et qui donnent les meilleures chances aux produits de rester frais. Et à travers justement ce dispositif, nous avons l'opportunité de financer les propriétaires de ces stocks jusqu'à des hauteurs relativement importantes, ce qui permet à ces propriétaires d'avoir le temps de commercialiser dans les meilleures conditions les stocks au meilleur prix. Et pour nous, quelque part, à travers ce dispositif-là, on sécurise les recettes qui vont demain servir à rembourser les crédits que nous donnons. Donc c'est un dispositif qui est très intelligent, qui est très pertinent, à travers lequel nous fondons beaucoup d'espoir pour accroître de manière sensible notre financement du monde agricole. Pour l'État, le système de récépissé d'entrepôt est un outil clé pour structurer les filières, professionnaliser le stockage et renforcer l'inclusion financière dans les zones rurales. L'Union des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal, avec son réseau national, devient ainsi un acteur central dans la diffusion et l'adoption du système de récépissé d'entrepôt sur le terrain. L'agenda de transformation et de rupture Sénégal 2050 a dans son premier axe fixé un objectif de renforcement de compétitivité de nos entreprises. Et bien entendu, l'impératif de sécurité alimentaire nous impose de nous porter au plus près de nos producteurs agricoles. Le dispositif de l'ERSRE vise essentiellement à accompagner nos acteurs du secteur privé, du monde agricole. Ce partenariat que nous signons aujourd'hui avec ce partenaire technique et financier est essentiel. Je peux vous assurer de la contribution pleine et entière du ministère de l'Industrie et du Commerce pour mettre un contenu concret et sur la durée dans le cadre de ce protocole d'accord qui est signé aujourd'hui et vous assurer de la pleine coopération de l'ensemble des services de l'État et bien entendu en premier lieu de l'ORSRE qui est un dispositif central du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'opérationnalisation pleine et entière de cette convention qui est signée aujourd'hui. Je l'ai annoncé tout à l'heure, cinéma, la mémoire du Manguier présentée en avant-première au cinéma Pathé après un premier court-métrage, Blissignaï ou La visite de la dame, un long-métrage, Meubus, le terreau de l'espoir. Eh bien, le réalisateur Nicolas Sawalo Cissé dévoile son troisième film. Celui-ci raconte l'histoire d'un imam atteint de la maladie d'Alzheimer et utilise le cinéma comme outil de sensibilisation pour une maladie trop méconnue du public. Entre hommage, poésie et solidarité, ce film illustre parfaitement l'ambition d'un cinéma sénégalais qui s'affirme et n'hésite plus à explorer les fragilités humaines. Amadouba et Abdoulaye Diop ont assisté à la projection reportage. C'est une fin de film portée par un générique et des applaudissements nourris qui témoignent de la satisfaction du public, heureux de n'avoir pas manqué cette soirée au Pathé. La mémoire du Manguier a laissé une empreinte profonde dans l'esprit des spectateurs. Acteurs, invités et cinéphiles se pressent pour prendre des photos avec Nicolas Cissé, le réalisateur visiblement ému par cet accueil. Nicolas Cissé signe ici son troisième film, une œuvre qui invite à demeurer humble, profondément humain et toujours en quête de savoir. Maintenant, le public sénégalais, naturellement, c'est le public que j'attends. Parce que c'est un grand peuple, une grande nation. Une nation qui a de la culture et qui connaît sa culture. Alors moi, j'ai voulu un peu soulever les émotions par rapport à cette culture. Plusieurs personnalités de premier plan ont également répondu présent dans la légende de la musique sénégalaise Youssou N'Dour. Dans le film, une répétition de séquences interroge la relation entre l'imam et la nature, dont la fourmi, souvent ignorée mais que l'acteur principal considère comme un être précieux. À travers cette métaphore, le réalisateur délivre un message fort sur l'importance du respect du vivant et de la nature. La mémoire du Manguier rend aussi un hommage à la cité imbécile démantelée en 2023, rebaptisée dans le film Cité des apprenants, une manière de préserver la mémoire d'un lieu chargé d'histoire. La force du film tient également à ses personnages, à commencer par l'acteur principal, Ibrahima Mbaye, l'imam dans le film. Il est déjà heureux de 2 distinctions lors des Setigi Awards 2025 au Burkina Faso. À ses côtés, un autre personnage, Moussa Sen Absa, qui incarne le personnage de Kader. Il revient sur la portée de son rôle dans le film. C'est un film qui nous interroge, qui interroge aussi nos croyances, qui interroge la maladie, qui interroge
la fragilité de nos êtres, qui nous plonge dans notre côté infime par rapport au monde. Si la mémoire s'efface parfois, la solidarité demeure une force. C'est ce que montre avec finesse ce film de Nicolas Cissé. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite, restez avec nous pour assister à la deuxième partie de Soir d'Info.